Ils se le disent entre eux. Il faut tous aller voter. Tous. Voter pour le candidat arrivé en tête, qu'il soit socialiste, communiste ou radical. Si, même radical. Voter pour le front, c'est voter contre le chronométreur. Pourtant, même si tous les ouvriers votent Front populaire comme un seul homme, cela ne suffira pas. Tout dépend du vote des classes moyennes. Le 3 mai 1936, pour la première fois de son histoire, la gauche unie, des radicaux communistes, remporte des élections législatives, à une très large majorité. Le Parti communiste passe de 12 à 72 députés. Les socialistes forment le premier parti au Parlement, devant le Parti radical. Un socialiste va diriger le pays, Léon Blum. Mais il prendra ses fonctions à la tête du gouvernement dans 1 mois. 1 mois d'attente. C'est trop pour les ouvriers. Cette victoire, ils l'espèrent depuis trop longtemps. Ils veulent en cueillir les fruits tout de suite. Les syndicats leur demandent d'être patients, de reprendre le travail en attendant la grande négociation à venir. Personne ne les écoute. Maintenant, c'est la base qui décide. Grève et occupation des locaux, afin d'empêcher les patrons d'embaucher des jaunes pour remplacer les grévistes. Pendant des années et des années, les patrons ont violé systématiquement les lois de la liberté du travail, préférant faire rentrer à coups de millions dans des usines comme celle-ci des hommes pour briser les grèves. Serrons les rangs et en avant. Commence alors le mouvement de grève le plus long, le plus puissant, le plus joyeux aussi, le plus étonnant de notre histoire. Les grévistes savent que cette fois, le gouvernement ne va pas leur envoyer la troupe. Ils dressent des piquets, élisent des comités de grève. Les non-grévistes ne peuvent pas entrer sans leur autorisation. Ni les directeurs, ni même le propriétaire qui doit rebrousser chemin sous les ricanements de ses ouvriers. On n'avait jamais vu ça. C'est la fin du patron, maître absolu. Ce qui se passe alors dans des milliers d'usines est un bouleversement comparable à l'abolition des privilèges pendant la Révolution. J'ai mis de la rillette en plus. Venez prendre un petit godet avec nous, il est pas mauvais. Envoyez. Les femmes, qui n'avaient pas le droit d'entrer là où travaillait leur mari, qui n'avaient jamais vu leur atelier, viennent leur faire à manger. On se parle. On fraternise. La rigole, c'est pour le cinématographe. Elle est assez bonne pour toi, allez, allez. Des employés qui n'avaient pas l'habitude de se mêler aux ouvriers participent à la grève. Des cadres aussi. Même la presse de droite en convient, la condition de l'ouvrier français était inacceptable. Les intellectuels, les artistes se mobilisent. Le pays tout entier, ou presque, est derrière les grévistes. La solidarité s'organise. Des municipalités envoient des vivres. Des commerçants livrent du ravitaillement gratis. Ils reçoivent tant qu'ils peuvent faire banquet. Bah lui les gars. Camarades, nous le proclamons au lendemain de notre victoire, le Front populaire, c'est l'ordre. Le Front populaire ne sera jamais l'anarchie.
Ce n'est pas l'avis des patrons. Affolés par les occupations, ils ont multiplié les appels au secours. Dès sa prise de fonction, Léon Blum convoque patronat et syndicats pour négocier. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Pressés d'en finir, ils accourent à Matignon. Messieurs, vous avez maltraité la classe ouvrière pendant des années. Vous vous êtes conduits comme des propriétaires d'esclaves. Quelque chose a changé et pas en votre faveur. Vous donnerez une augmentation de salaire supérieure à celle que vous nous avez proposée. Vous prendrez l'engagement d'appliquer la semaine de 40 heures avec le même salaire que pour 48 heures. Les congés payés, l'institution des délégués du personnel, les conventions collectives, toutes choses que nous demandons de faire sanctionner par des lois, non dans des mois, mais dans les semaines qui viennent. La classe ouvrière unie dans la CGT est assez forte pour vous obliger à respecter ses droits. Les patrons cèdent sur toute la ligne. Mais ils repartent avec l'engagement formel des syndicats de mettre fin aux grèves et aux occupations. Le salaire des jeunes ouvriers est porté de 80 centimes à 3 francs de l'heure. Le veilleur de nuit passe de 1,75 à 4,50. Aucune sanction ne sera prise et par conséquent, les journées de grève seront payées intégralement. 15 jours de congés payés pour tout le monde. Les accords de Matignon sont un grand jour dans la longue histoire de la classe ouvrière. Ce qu'ils avaient espéré. Et le jour de la paye, ils constatent qu'elle est un peu plus généreuse. Et ce n'est pas tout. Pour la première fois de leur vie, il y a des congés. 15 jours de congés. Payés. Ils arrivent avec un petit air victorieux. Puis ils gagnent timidement le rivage. Ils hésitent. Beaucoup n'ont jamais vu la mer. Et soudain, ils voient de près comment vivent les riches. Alors là, jamais ils n'auraient imaginé ça. D'abord, ils ont pu les observer tranquillement, parce que les riches les ignoraient. Puis les riches se sont retranchés sur leur plage privée. Les estivants se moquent des nouveaux venus. Ils les appellent les congés payés. Modestes, les congés payés leur laissent le sable pour aller s'installer sur les cailloux. C'est moins confortable, mais on sera plus à l'aise et on sera entre nous. Les enfants comprennent vite le sens du mot vacances. Il a le goût de l'eau salée. Les adultes apprennent, même sans maillot de bain. Ne rien faire, c'est déjà le bonheur. Pendant cet inoubliable été 36, ils ont enfin le temps de vivre. Ces premières vacances rachètent le chagrin de toute une vie. Des milliers de lettres arrivent à Matignon. Merci, Monsieur Blum. Grâce à vous, j'ai vu la montagne avant de mourir. Nous sommes à environ 1000 mètres d'altitude. Un air vivifiant et pur charge